Nous voilà maintenant bien avancés dans ce cours sur les bases neurophysiologiques du mouvement humain et rentrons maintenant dans la dernière partie de ce cours qui a trait au versant moteur. Mais gardez systématiquement à l'esprit que c'est grâce aux différents sens que nous avons décrits dans la partie précédente, qui permettent de prélever des informations sur notre corps et sur l'environnement, que nous sommes capables de contrôler les mouvements que nous effectuons. Nous allons donc nous intéresser à la partie motrice de la sensorimotricité et voir que les mouvements volontaires et réflexes que nous réalisons sont le résultat de contractions musculaires dont les patterns spatiaux et temporels sont contrôlés par les différentes structures du système nerveux central, à savoir le cerveau et la moelle épinière. L'objectif de cette partie du cours est donc de comprendre comment le système nerveux contrôle les contractions musculaires génératrices de mouvements. Commençons par un préambule et démarrons avec des éléments de rappel abordés dans des parties précédentes. Nous allons donc nous intéresser à la partie de droite de ce schéma, et comme nous allons le voir, de nombreuses structures nerveuses présentées dans la partie 1 de ce cours ont un rôle à jouer dans la mise en place des commandes motrices qui vont mener aux contractions musculaires, soit en ayant un rôle direct, comme le cortex moteur primaire et le tronc cérébral, soit en ayant un rôle indirect de régulation de l'activité des motoneurones, comme le cervelet et les ganglions de la base. Nous verrons ça plus en détail dans la dernière section de cette partie du cours. Je vous rappelle également que les motoneurones qui innervent les muscles squelettiques prennent naissance dans la moelle épinière et que leur corps cellulaire se situe dans les cornes ventrales de la moelle épinière. Je vous rappelle également que chaque étage de la moelle épinière innerve les muscles d'une partie spécifique du corps. Donc ces différents étages médulaires associés au territoire musculaire qu'ils innervent s'appellent des myotomes. Par exemple, les muscles du haut de la cuisse sont innervés par des neurones moteurs se situant dans les cornes ventrales de la moelle épinière au niveau de la vertèbre lombaire numéro 2. Ainsi, en cas d'accident menant à une section de la moelle épinière à ce niveau-là, eh bien, la personne touchée sera dans l'incapacité de réaliser des mouvements de l'ensemble des parties du corps innervées par les myotomes inférieurs. On parle alors de paraplégie. Je vous rappelle également que les neurones moteurs, eh bien, ce sont des neurones multipolaires dont les axones projettent jusqu'au muscle au niveau de ce que l'on appelle des jonctions neuromusculaires, c'est-à-dire l'endroit où les neurones moteurs font synapse avec les muscles. Lorsque des potentiels d'action atteignent la partie terminale des axones, les boutons synaptiques libèrent un neurotransmetteur excitateur qui s'appelle l'acétylcholine et qui va permettre donc de dépolariser la fibre musculaire et de mener à la contraction du muscle. Pour rappel, l'acétylcholine c'est un neurotransmetteur qui laisse sélectivement passer les ions chargés positivement, donc qui permet d'ouvrir des canaux qui laissent passer des canaux ioniques qui laissent passer donc des cations, le Na+ et le K+. Plus en détail, donc les neurones moteurs, qui innervent donc les muscles striés squelettiques, émettent des potentiels d'action qui vont permettre la libération d'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire. La fixation de l'acétylcholine sur des récepteurs ionotropes présents sur la fibre musculaire va alors permettre l'ouverture de canaux ioniques chimiodépendants, laissant sélectivement passer des ions chargés positivement, à savoir des ions potassium et des ions sodium. Donc, ces différents processus, ils vont entraîner une dépolarisation de la fibre musculaire et donc sa contraction. Les différents mouvements que nous effectuons sont donc le produit de contraction des muscles striés squelettiques contrôlés par le système nerveux. Les muscles, pour se contracter, eh bien, ils convertissent donc l'énergie chimique produite par l'acétylcholine et les ions en travail mécanique, donc les contractions musculaires, et en chaleur. Alors pourquoi en chaleur? Je laisse le soin à vos enseignants de physiologie de vous l'expliquer. Bien que ce sont des choses que vous verrez plus en détail dans vos cours de physiologie, il est important que l'on détaille rapidement l'anatomie d'un muscle strié squelettique. Donc comme l'illustre cette image, le muscle, il est composé de faisceaux de fibres musculaires qui sont disposés en parallèle et ces différents faisceaux,
ils sont eux-mêmes constitués de fibres musculaires, également disposées les unes parallèlement aux autres. Si l'on descend encore d'un étage, on constate que chaque fibre est composée de myofibrilles disposées en parallèle. Enfin, si l'on étudie une petite portion de myofibrilles, on constate qu'elle se compose de petites unités contractiles que l'on nomme sarcomères. Donc ces sarcomères, ils s'attachent entre eux au niveau des lignes Z et sont composés de différentes stries. Encore une fois, je laisse le soin à vos enseignants de physiologie de détailler tout cela. Néanmoins, j'ai mis dans la partie annexe de ce cours une vidéo extrêmement bien faite qui explique les mécanismes impliqués dans la contraction musculaire. Passons maintenant à un élément central de ce cours. Donc jusque-là, je vous ai parlé de motoneurones sans faire de distinction entre les deux types de motoneurones qui existent. Et pourtant, la distinction entre donc les motoneurones alpha et les motoneurones gamma est d'une importance capitale. Donc, pour comprendre cette distinction, je vous rappelle que le muscle, il est composé de deux types de fibres musculaires. Les fibres extrafusales, qui sont productrices de force, et les fibres intrafusales, contenues dans les fuseaux neuromusculaires, et qui ont un rôle sensoriel, donc celui de renseigner le système nerveux central sur la longueur et les variations de longueur musculaire. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme nous le savons déjà, donc les fibres extrafusales, elles sont innervées par des motoneurones, en l'occurrence les motoneurones alpha, mais surtout que les fibres intrafusales, en plus d'être innervées par des fibres afférentes, donc les fibres du groupe 1A et 2, elles sont également innervées par des motoneurones, à savoir les motoneurones gamma. Mais pourquoi les fibres intrafusales sont-elles également innervées par des neurones moteurs? Donc comme vous le savez, les motoneurones, ils permettent aux fibres musculaires de se contracter et donc de se raccourcir. Eh bien, les motoneurones gamma, ils ont pour fonction de permettre aux fibres intrafusales de se contracter également. Alors, pourquoi ces fibres se contractent-elles également? Donc, sur cette illustration, sont représentées une fibre extrafusale et une fibre intrafusale. Sur l'image du milieu, vous avez ce qui se produit si seul le motoneurone alpha, qui innerve la fibre extrafusale, est activé, alors qu'en parallèle, le motoneurone gamma, donc qui innerve la fibre intrafusale du faisceau neuromusculaire, reste silencieux. Que se passe-t-il? Eh bien, la fibre extrafusale se raccourcit sous l'effet de l'action des motoneurones alpha, mais la fibre intrafusale ne suit pas le mouvement. Elle garde sa longueur d'origine et devient alors complètement lâche, complètement détendue. En revanche, lorsque le motoneurone gamma est activé simultanément avec le motoneurone alpha, comme sur l'image la plus à droite, eh bien que se passe-t-il? La fibre intrafusale se raccourcit parallèlement à la fibre extrafusale. Dans la réalité, à chaque fois que vous contractez vos muscles pour réaliser un mouvement, c'est ce mécanisme qui se met en place. Les motoneurones alpha et gamma s'activent simultanément. On parle alors de coactivation alpha-gamma. Sous l'effet de cette coactivation, les fibres intrafusales et extrafusales se contractent et se relâchent simultanément, et cela permet aux fibres intrafusales de garder leur sensibilité aux variations de longueur musculaire. Donc, maintenant, comment expliquer que les fibres intrafusales doivent suivre les variations de longueur de fibres extrafusales pour garder leur sensibilité aux variations de longueur musculaire? Donc vous avez ici représenté, comme pour la diapo précédente, une fibre intrafusale et une fibre extrafusale sur un muscle relâché. Vous avez ensuite deux cas de figure. Donc le muscle se contracte, il se raccourcit avec et sans coactivation des motoneurones gamma. Donc avec coactivation sur l'image du haut et sans coactivation sur l'image du bas. Selon vous, dans laquelle de ces deux situations, le sens de la position, c'est-à-dire la capacité à percevoir la position de ses membres, sera erroné? Eh bien évidemment, ce sera dans la situation du bas, où les fibres intrafusales ne se raccourcissent pas.
Dans ce cas précis, on aura l'impression que notre muscle ne s'est pas raccourci et qu'il est resté dans la position de relâchement initial. Cette coactivation alpha-gamma, elle est donc d'une importance capitale dans le cadre de la proprioception. Je sais d'expérience que cette notion de coactivation, elle est parfois difficile à comprendre pour certains étudiants. Donc pour vraiment ancrer les choses, voici des animations qui facilitent la compréhension. Donc voilà ce qui se passe si la fibre extrafusale se raccourcit sans coactivation des motoneurones gamma. Il y a un délestage de la fibre intrafusale qui ne peut plus transmettre les informations de longueur via sa fibre afférente. Voici maintenant une vidéo qui montre ce qui se passe dans la réalité. Je vous laisse la visionner. Voilà, j'espère que les choses sont claires maintenant. Donc pour finir avec ce préambule, et si l'on se recentre uniquement sur les motoneurones alpha, il faut que vous ayez à l'esprit que ceux-ci sont sous l'influence d'un grand nombre d'autres neurones. Vous avez représenté sur cette image le corps cellulaire d'un motoneurone alpha situé dans la moelle épinière, son axone qui part vers le muscle, et les principales influences nerveuses qu'il reçoit et qui vont influencer son taux de décharge. Donc, toutes les commandes motrices, qu'elles soient volontaires ou réflexes, elles vont en dernier ressort être relayées vers les muscles par les axones des motoneurones alpha qui forment ce que l'on appelle la voie finale commune de la motricité. Que ce soit les afférences sensorielles en provenance des muscles et qui sont à l'origine du contrôle réflexe, ou bien les messages nerveux en provenance du cerveau et qui sont à l'origine du contrôle volontaire, du contrôle conscient des mouvements, tous ces éléments vont concourir à la modulation de l'activité des motoneurones pour permettre aux muscles de se contracter afin de permettre le mouvement souhaité. Ce sont ces différents mécanismes que nous allons passer en revue maintenant.